Une seule phrase, murmurée dans le silence opulent d'un grand restaurant parisien, mit un empire à genoux. Elle ne venait pas d'un PDG rival ou d'un régulateur gouvernemental. Elle venait d'une serveuse tenant une carte de crédit refusée. Une femme que le monde avait déjà classée sans suite. L'homme à qui elle s'adressait était Laurent Sterling, un prédateur du monde des affaires sur le point de conclure l'affaire de sa vie. Une OPA au style d'une valeur de 800 millions d'euros. Il ne la voyait que comme un meuble, un fantôme dans un tablier. Il n'aurait jamais imaginé que ce fantôme se souvenait d'un nom qu'il avait enterré il y a longtemps, et que sa mémoire était sur le point de tout lui coûter. L'air à la plume dorée était épais du parfum de l'argent ancien et de l'ambition nouvelle. C'était une fragrance qu'Anna Moreau connaissait bien, un mélange complexe d'huile de truffe, de cuir vieilli et de la légère note métallique de désespoir qui s'accrochait aux lisières du pouvoir. De son point de vue près du poste de service, elle observait les titans de la ville jouer leur partie sur des tables drapées de lourds lin belge. Elle était une observatrice silencieuse, un fantôme professionnel dont le travail consistait à rester invisible tout en anticipant chaque besoin. Son uniforme noir impeccable était une armure, son sourire poli un bouclier. Peu de clients qui la regardaient sans la voir auraient deviné qu'il y a 3 ans, elle était l'une d'entre eux. Pas une milliardaire, mais une étoile montante de la finance. Une analyste de risque senior dont les projections faisaient office d'évangile, jusqu'à ce qu'elle devienne le bouc émissaire d'un effondrement orchestré par des hommes bien plus puissants qu'elle. Désormais, son monde était fait d'argenterie polie et de conversations feutrées, un rappel constant de la vie qui lui avait été volée. Chaque tintement de verre à vin, chaque petit rire étouffé célébrant une négociation réussie était une petite torsion du couteau dans une blessure qui refusait de guérir. Mais Anna était une survivante. Elle avait appris à canaliser son amertume dans une concentration méticuleuse, presque obsessionnelle, sur son travail. Elle savait quel client préférait leur eau avec une tranche de citron vert plutôt que de citron jaune, qui prenait son expresso avec un seul sucre de canne non raffiné, et quel PDG était sur le point de fusionner d'après la marque de whisky qu'il commandait. Ce soir-là, son attention était fixée sur la table 7, la banquette la plus convoitée du restaurant, nichée dans une alcôve isolée avec une vue imprenable sur le spectacle scintillant du jardin du Luxembourg en soirée. La table était occupée par 2 hommes qui représentaient les pôles opposés de l'univers financier. Le premier était Laurent Sterling. Même assis, Sterling dégageait une énergie prédatrice et agitée. Son costume était un Tom Ford d'une coupe chirurgicale. Sa montre, une Patek Philippe qui coûtait plus cher que l'intégralité des études supérieures d'Anna. Son visage n'était que des angles vifs et un charisme calculé. Ses yeux, de la couleur d'une mer d'orage, balayaient, évaluaient et consommaient constamment. Il était le pilleur d'entreprise par excellence, le fondateur et PDG de Sterling Acquisition Internationale, une société tristement célèbre pour acheter des entreprises historiques, les vider de leurs actifs et laisser des milliers de personnes sans emploi dans leur sillage. Il se déplaçait avec la confiance inébranlable d'un homme à qui on n'avait jamais dit non et qui croyait sincèrement le mériter. Ce soir, il rayonnait d'un triomphalisme particulier, l'aura d'un roi à la veille d'une grande conquête. Son convive était l'antithèse de la modernité agressive de Sterling. Henri Beaumont appartenait à la vieille fortune, celle qui chuchotait plutôt qu'elle ne criait. En tant que président de la 3e génération des industries Beaumont, un conglomérat manufacturier respecté fondé par son grand-père, Beaumont était un pilier de l'intégrité entrepreneuriale. Son costume était une création classique de Savile Row, impeccablement taillé, qui était probablement à la mode il y a 30 ans et le serait encore dans 30 ans. Il approchait des 80 ans, avec une chevelure argentée abondante et une dignité tranquille qui semblait immunisée contre le charme à haute tension de Sterling. Beaumont Industries était l'œuvre de sa vie, une entreprise connue pour son innovation, la loyauté de ses employés et ses racines profondes dans les communautés où elle opérait. C'était aussi, comme Anna le savait par les murmures furtifs de la presse financière, une entreprise vulnérable. C'était le dîner final, la dernière pression. Anna pouvait le sentir. Depuis des semaines, la ville bruissait de rumeurs concernant l'offre non sollicitée et audacieuse de Sterling pour les industries Beaumont. Il offrait une somme astronomique, 800 millions d'euros, et le conseil d'administration hésitait. La décision, tout le monde le savait, reposerait en fin de compte sur les épaules de Beaumont. Il était le cœur et l'âme de l'entreprise, son plus grand actionnaire individuel. S'il acceptait la vente, c'en était fini. Pensez-y, Henri. La voix de Sterling trancha le bourdonnement sourd du restaurant. Il se pencha en avant, ses boutons de manchette polis captant la lumière. Ce n'est pas une fin. C'est une libération, pour vous et pour l'entreprise. Fini les coûts hérités du passé. Fini les obligations de retraite qui vous pèsent. Nous rationalisons. Nous optimisons pour l'avenir. Anna, remplissant leur verre d'eau avec une furtivité exercée, tressaillit intérieurement. Elle connaissait le vocabulaire de Sterling.
Rationaliser signifiait des licenciements massifs. Optimiser signifiait vendre des divisions. Libération signifiait une mort lente et douloureuse pour une entreprise qui avait fourni des moyens de subsistance stables à des générations. Beaumont prit une lente gorgée de son vin, un Château Margaux 1982 que Sterling avait commandé avec une grandiloquence théâtrale. Son expression était illisible, un masque de considération polie soigneusement construit. Nos obligations de retraite, comme vous les appelez, Laurent, sont des promesses. Des promesses que j'ai faites à des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour construire les industries Beaumont. Ce ne sont pas de simples chiffres sur un bilan. Bien sûr, dit Sterling, son sourire ne faiblissant jamais. C'était un sourire prédateur et brillant qui n'atteignait pas ses yeux. Et nous les honorerons à la lettre de la loi. Mais le marché a changé. Vous devez être léger, agile. Beaumont est un lion noble, mais il porte trop de poids. Je vous propose d'en faire un guépard. Rapide, mortel, rentable. Anna sentit une terreur froide lui glacer les sangs. L'analogie du guépard était juste. Un magnifique tueur qui dévorait sa proie et passait à autre chose sans un regard en arrière. Elle se souvint du jour où sa propre carrière avait été dévorée. Le nom de la firme qui avait orchestré l'OPA hostile de son entreprise, qui avait utilisé des sociétés écrans et une comptabilité frauduleuse pour la mettre en faillite avant de dépecer sa carcasse, était gravé dans sa mémoire. Ils avaient agi comme un guépard, eux aussi. Et les retombées avaient été dévastatrices. Elle avait perdu son emploi, ses économies, sa réputation. Elle avait été forcée de vendre son appartement et de déménager dans un minuscule studio dans un quartier peu recommandable, tout en essayant de couvrir les frais médicaux croissants de sa mère. Elle se retira de la table, les mains stables, mais le cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle observa les deux hommes à distance. La conversation se poursuivit, Sterling menant le récit, un torrent de mots à la mode et de projections financières conçus pour submerger et impressionner. Beaumont écoutait, les mains jointes devant lui, posant peu de questions, mais écoutant avec une intensité qui ne laissait rien présager. Le directeur du restaurant, un Français perpétuellement stressé nommé Jean-Pierre Dubois, croisa son regard et fit un signe de tête subtil vers la table 7. Le message était clair. C'étaient des VIP. La perfection était la seule norme acceptable. Anna acquiesça, son visage un masque neutre. Dubois n'avait aucune idée qu'elle comprenait la conversation à cette table mieux qu'il ne le pourrait jamais. Il voyait un milliardaire et sa cible. Elle voyait un loup et un berger, avec le sort de tout un troupeau en jeu. Alors que les plats principaux étaient débarrassés, Sterling frappa dans ses mains, un geste de finalité. Alors, Henri, nous avons un accord. Mon offre finale tient toujours. Généreuse, je pense que nous pouvons tous les deux en convenir. Nous signons les documents préliminaires demain et vous pourrez enfin profiter de cette retraite que vous méritez tant. Pensez-y. Plus de réunions du conseil, juste vous, un terrain de golf et un compte en banque très bien garni. Beaumont resta silencieux un long moment, étudiant le jeune homme. Anna retint son souffle. Tout le restaurant sembla s'effacer, ne laissant que le tableau de la table 7. C'était le moment, la décision qui allait changer la vie de milliers de personnes. Finalement, Beaumont hocha lentement et délibérément la tête. L'offre est convaincante, Laurent. Le conseil est convaincu de ses mérites financiers. Je dois admettre que vous avez été des plus persuasifs. Une lueur triomphante brilla dans les yeux de Sterling. Il l'avait eu. Il avait gagné. Il leva son verre. À l'avenir. Et à un nouveau chapitre rentable pour Beaumont. Beaumont leva son propre verre, mais ses yeux étaient assombris par une tristesse profonde et lasse. À l'avenir, répéta-t-il, sa voix à peine un murmure. Alors qu'Anna regardait le sourire de requin de Sterling s'élargir, une vague de nausée et d'impuissance la submergea. Cela recommençait. Une autre bonne entreprise, un autre héritage était sur le point d'être jeté en pâture au loup de la finance. Et elle n'était qu'une serveuse versant de l'eau, destinée à regarder tout cela se dérouler depuis la touche, invisible et impuissante. Le dessert était un chef-d'œuvre d'art culinaire, un tiramisu déconstruit servi dans un verre glacé avec des nuages de mousse d'espresso et de délicats éclats de chocolat. C'était censé être une célébration, une note finale sucrée pour sceller un accord monumental. Pour Laurent Sterling, c'était un tour d'honneur. Il régala Beaumont d'histoires de ses conquêtes d'entreprise, chaque récit plus audacieux que le précédent. Il parlait d'effets de levier, de synergie, de valeur pour l'actionnaire, une litanie de termes aseptisés pour décrire le bouleversement de vies humaines. Anna se déplaçait autour de la table avec l'efficacité silencieuse d'un fantôme, débarrassant les assiettes. Elle s'était entraînée à filtrer le bruit de la salle à manger, à se concentrer uniquement sur la tâche à accomplir. Mais ce soir, ses anciens instincts d'analyste tournaient à plein régime.
Elle ne pouvait pas les ignorer. Les mots et les phrases qui flottaient depuis la table, ce n'était pas seulement un bruit de fond. C'étaient des points de données, des pièces de puzzle s'emboîtant pour former une image horriblement familière. La beauté de la chose, c'est la structure, disait Sterling, en faisant de grands gestes avec sa fourchette. Nous l'appelons projet Chimère. Nous utiliserons un véhicule d'acquisition à plusieurs niveaux financé par un consortium de partenaires en capital investissement. Cela minimise notre exposition directe et maximise l'efficacité fiscale. C'est une œuvre d'art. Projet Chimère. Le nom provoqua une secousse en Anna. Froide et électrique. Une chimère, une créature mythique composée de parties disparates. C'était un nom approprié pour un plan visant à démembrer une entreprise. Beaumont, pour sa part, semblait moins qu'enthousiasmé par le jargon technique. Tout cela semble terriblement complexe, Laurent. La complexité est là où se cache le profit, Henry, gloussa Sterling. Nous gardons les actifs principaux, les brevets, l'immobilier, sous une nouvelle société holding. Les divisions de fabrication, celles avec les, disons, structures d'employés héritées du passé, nous pouvons les scinder, les vendre à un tiers. Ils se chargeront de la restructuration. Anna sentit son sang s'aglacer. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Le tiers serait une société écran créée dans le seul but de déclarer faillite, annulant ainsi les conventions collectives et les accords de retraite. Les travailleurs se retrouveraient avec rien. C'était une manœuvre brutale mais légale, une faille dans le droit des sociétés suffisamment grande pour y faire passer une flotte de camions blindés. C'était exactement le même scénario qui avait détruit son ancienne entreprise. Elle s'attarda une fraction de seconde de trop en remplissant le verre d'eau de Beaumont, son esprit en ébullition. Elle devait s'éloigner, respirer. Mais elle était clouée sur place, contrainte d'écouter. Et notre partenaire principal pour le financement est de premier ordre, poursuivit Sterling, sa voix baissant pour prendre un ton confidentiel et impressionnant. Un vieil associé à moi, un type brillant, il dirige une boutique financière maintenant, très spécialisée. Vous n'en auriez pas entendu parler. Capital Investissement. Le nom frappa Anna avec la force d'un coup de poing. Capital Investissement. Le monde autour d'elle bascula, le faible murmure du restaurant se transformant en un rugissement sourd dans ses oreilles. La carafe d'eau dans sa main semblait incroyablement lourde. Capital Investissement. Ce n'était pas seulement un scénario similaire. C'étaient les mêmes personnes. Ils étaient les architectes de sa ruine. L'entité sans visage qui était apparue de nulle part, avait racheté la dette de son entreprise, l'avait forcée à la faillite, et avait disparu avec les actifs les plus précieux, laissant des milliers d'employés, y compris elle, sur le carreau. Son patron, un homme bon nommé Richard, avait été complètement anéanti, perdant sa maison, sa réputation et finalement sa santé. Anna avait été sa meilleure analyste, et la campagne de diffamation l'avait dépeinte comme complice. Une jeune louve imprudente dont les modèles défectueux avaient conduit à l'effondrement. L'accusation était sans fondement, mais dans le chaos, la boue avait collé. Elle fut mise sur liste noire, rendue inemployable dans le monde auquel elle avait consacré sa vie. Elle revit soudain la salle de déposition, les visages froids et condescendants des avocats de Capital. Elle se souvint de la honte, de la rage, du sentiment que son avenir était effacé ligne par ligne dans un document juridique. Elle avait passé les 3 dernières années à essayer d'enterrer ce nom, d'oublier le traumatisme. Et le voilà, prononcé avec une fierté désinvolte par l'homme qui s'apprêtait à tout recommencer. Sa main trembla légèrement, et une seule goutte d'eau éclaboussa la nappe blanche immaculée. Le regard de Sterling se posa sur elle, ses yeux se plissant d'irritation. C'était la première fois qu'il la regardait vraiment de toute la soirée. « Faites attention », dit-il, sa voix sèche et méprisante. « Mes excuses, monsieur », murmura Anna, la voix tendue. Elle épongua rapidement la tâche avec une serviette, ses mouvements automatiques, tandis que son esprit était un maelstrom. Elle se retira au poste de service, le dos à la salle à manger, et s'appuya contre le comptoir de marbre froid, luttant pour respirer. Son esprit était un tourbillon de connexions. Sterling, projet Chimère, Capital Investissement. Tout était là, un schéma, une histoire de destruction qui se répétait. Elle regarda de nouveau Beaumont. Le vieil homme avait l'air épuisé, comme s'il abandonnait non seulement son entreprise, mais une partie de son âme. Il ne voyait pas la vérité. Il voyait un homme d'affaires agressif mais prospère offrant une fortune indéniable. Il ne savait pas qu'il serrait la main du diable. Un diable qui utilisait différents masques mais jouait toujours le même jeu cruel. Pendant un instant, une impulsion folle et désespérée la traversa. Elle devrait dire quelque chose. S'approcher et dire à Beaumont exactement avec qui Laurent Sterling s'associait.
Lui dire ce que Capital Investissement avait fait à son entreprise, à ses collègues, à sa vie. Mais que pouvait-elle bien dire? Excusez-moi, monsieur Beaumont. Je suis votre serveuse et j'ai quelques conseils non sollicités sur votre fusion d'entreprise à 800 millions d'euros. Il l'aurait fait jeter dehors avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Elle n'était personne, un fantôme dans un tablier. Sa parole contre celle d'un milliardaire. C'était un fantasme. L'addition arriva. Sterling, rayonnant, prit le porte-addition en cuir des mains du maître d'hôtel. Il ne jeta même pas un coup d'œil au total. Pour un homme sur le point de conclure une affaire de 800 millions d'euros, quelques milliers d'euros pour un dîner étaient de l'argent de poche. C'était une erreur d'arrondi. Il dégageait un air de puissance financière absolue et inattaquable. Il glissa une élégante carte de crédit noir de son portefeuille. C'était une carte exclusive, sur invitation seulement, fabriquée en titane anodisé, un symbole. Il la plaça dans le porte-addition avec panache et le tendit à Jean-Pierre, qu'il accepta avec une révérence avant de le passer à Anna pour traitement. Ce fut un plaisir, Henri, dit Sterling, se levant légèrement de son siège pour serrer la main de Beaumont. Une soirée historique, en effet, répondit Beaumont, la voix lourde de résignation. Anna se dirigea vers le terminal de point de vente à l'arrière du restaurant, la carte froide et lourde à la main. Elle ressemblait à un jeton du mal. Chaque pas était un compte à rebours. Dans quelques instants, la transaction serait terminée. Sterling et Beaumont partiraient. L'accord serait signé demain. Des milliers de vies seraient irrévocablement changées, et elle continuerait à polir l'argenterie, spectatrice éternelle de l'épave. Elle atteignit le terminal, le cœur comme un poids de plomb dans sa poitrine. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs, et passa la carte en titane dans le lecteur. La machine vrombit un instant, communiquant avec les vastes réseaux invisibles de la finance mondiale. Et puis, un petit bip discret. Sur l'écran, en lettres rouges vives, un seul mot apparut. Fait. Pendant une longue seconde, Anna fixa simplement l'écran. Le mot pulsait d'une énergie malveillante, un panneau stop numérique sur le chemin d'une force irrésistible. Refusé. Cela n'avait aucun sens. La carte était une centurion. Le genre de carte qui était censée ne pas avoir de limite, une clé qui ouvrait le monde à l'élite financière de la planète. Qu'elle soit refusée n'était pas seulement un inconvénient. C'était une impossibilité, un pépin dans le tissu même de la réalité que des hommes comme Laurent Sterling habitaient. Elle la passa à nouveau, plus lentement cette fois, s'assurant que la bande magnétique était parfaitement alignée. La machine vrombit, le même bip discret, les mêmes lettres rouges criardes. Fait. Un nœud d'anxiété se serra dans son estomac. C'était grave. C'était le genre de situation qui pouvait faire renvoyer une serveuse. Jean-Pierre allait piquer une crise. Elle pouvait sentir son regard anxieux de l'autre côté de la pièce. Elle était censée être invisible, transparente. Une carte refusée était une déchirure dans le tissu du service. Un accroc bruyant et gênant dans la performance fluide du luxe. Elle jeta un coup d'œil à la table 7. Sterling riait de quelque chose, la tête rejetée en arrière, l'image d'un homme au sommet du monde. Beaumont l'observait, son expression empreinte d'une contemplation lasse. Le moment était fragile, l'accord ne tenant qu'au fil de cette dernière soirée conviviale. La formation d'Anna lui hurlait d'être discrète. Le protocole consistait à retourner tranquillement à la table, à se pencher et à murmurer à l'hôte. « Monsieur, il semble que nous ayons un problème avec le terminal. Auriez-vous peut-être un autre moyen de paiement ?» C'était une danse de l'étiquette conçue pour minimiser l'embarras. Mais alors qu'elle se tenait là, la carte froide et inutile à la main, autre chose commença à s'agiter en elle. Le choc, la colère, le traumatisme ravivé de Capital Investissement. La vue de ce mot, refusé, était plus qu'une simple erreur technique. C'était une fissure, une minuscule fracture capillaire dans la façade de diamant impeccable et dur de Laurent Sterling. C'était un signe d'imperfection, un murmure que peut-être l'homme qui projetait une omnipotence financière absolue n'était pas aussi invincible qu'il le paraissait. Son cerveau d'analyste, en sommeil depuis 3 ans, reprit vie avec fracas. Une carte comme celle-ci n'est pas refusée pour avoir dépassé une limite triviale de dîner. Elle est refusée pour l'une de ces deux raisons. Une défaillance bancaire systémique catastrophique, ce qui était peu probable, ou un signalement. Un signalement majeur au niveau du système, placé sur l'ensemble du portefeuille du titulaire du compte. Un gel des liquidités, un appel de marge, une saisie massive et soudaine d'actifs. Les chuchotements qu'elle avait entendus plus tôt, véhicule d'acquisition à plusieurs niveaux, partenaire en capital investissement, minimise l'exposition directe, prirent soudain un nouveau sens sinistre. C'étaient tous des termes pour créer un effet de levier, emprunter des sommes immenses contre d'autres actifs pour financer une OPA.
Sterling n'était pas seulement en train d'acheter les industries Beaumont, il pariait. Et si sa carte était refusée, cela pourrait signifier que quelque part, dans la plomberie cachée du monde financier, son pari venait d'être rappelé. Un plan, audacieux et terrifiant, commença à se former dans son esprit. C'était un pari risqué, un risque fou, qui mettrait fin à sa carrière et changerait sa vie. Mais c'était une chance. Prenant une profonde inspiration tremblante, elle se retourna vers la table. Elle ignora le regard interrogateur et frénétique de Jean-Pierre. Elle contourna le protocole standard et discret. Elle ne se pencha pas. Elle ne chuchota pas. Elle s'arrêta à côté de la table, se positionnant de manière à s'adresser à Sterling, mais en étant bien visible de Beaumont. Elle tenait la carte de titane noire entre son pouce et son index. « Monsieur Sterling, » dit-elle, sa voix claire et assurée, coupant son rire. Elle n'était pas forte, mais elle était assez ferme pour commander l'attention. Sterling se tourna, son sourire s'effaçant pour laisser place à un air d'agacement face à l'interruption. « Qu'y a-t-il ? » « Il semble y avoir un problème avec votre carte, monsieur, » dit Anna, la posant sur la table à côté de son verre de vin. Elle s'assura que le côté avec son nom était visible. Elle a été refusée. Un silence profond et lourd tomba sur l'alcôve. Le mot flottait dans l'air, laid et obscène. Pour un homme comme Laurent Sterling, c'était l'équivalent d'être publiquement mis à nu. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de pouvoir. Son pouvoir venait d'être remis en question, publiquement, par une serveuse. Le visage de Sterling passa par une série rapide de transformations. D'abord le choc, puis l'incrédulité. Finalement, il se figea en un masque de fureur pure et sans mélange. Son charme s'évapora, révélant le prédateur reptilien et froid en dessous. « Qu'est-ce que vous avez dit » siffla-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Elle a été refusée, monsieur » répéta Anna, soutenant son regard sans ciller. Son cœur était un colibri piégé dans sa poitrine, mais sa voix restait égale. « C'est impossible » aboya Sterling. « Cette carte n'a pas de limite. Repassez-la. Votre machine est en panne. »« Je l'ai passée 2 fois, monsieur » répondit calmement Anna. « La machine fonctionne parfaitement pour toutes les autres transactions ce soir. » Le visage de Sterling vira au rouge sombre et marbré. Il était contredit, défié. Il arracha la carte de la table. « Donnez-moi l'addition. C'est ridicule et scandaleux. » Il commença à fouiller dans son portefeuille pour une autre carte, ses mouvements saccadés et agités. L'image de contrôle sans effort qu'il avait si soigneusement cultivée toute la soirée se brisait sous les yeux de Henri Beaumont. Beaumont observait la scène se dérouler avec une immobilité calme et troublante. Son regard passa de la rage désemparée de Sterling au comportement posé d'Anna. C'était un homme d'affaires de la vieille école, un homme qui croyait que le caractère se révélait non pas dans le succès, mais dans les moments de pression. Et Sterling était en train de craquer sous la moindre d'entre elles. « C'est peut-être une simple erreur, Laurent, » dit Beaumont, son ton neutre. « Ce n'est pas une erreur. C'est de l'incompétence, » rétorqua Sterling, sa colère maintenant dirigée contre Anna. « Je vous ferai renvoyer pour cet embarras. » La menace flottait dans l'air. Anna sentit une lueur de peur, mais elle fut rapidement éteinte par une résolution froide et dure. Elle avait déjà perdu une carrière à cause d'hommes comme lui. Qu'était un emploi de plus ? C'était le moment. La fracture était ouverte. Elle devait frapper. Alors que Laurent Sterling continuait de fouiller dans son portefeuille, son sang-froid en lambeaux, la tranquille alcôve de la table devint le point focal d'une tempête invisible. L'air était électrique d'humiliation et de suspicion naissante. Le silence de Henri Beaumont était plus accablant que n'importe quelle accusation. Il observait, analysait, réévaluait l'homme à qui il s'apprêtait à confier l'héritage de sa famille. Il voyait pour la première fois non pas le titan confiant de l'industrie, mais un homme désemparé dont les fondations semblaient s'effriter pour le prix d'un dîner. Sterling produisit finalement une autre carte, une carte platine cette fois, et la tendit à Anna. « Essayez celle-ci, et faites vite. » Sa voix était un grognement bas mêlé de venin. Il essayait de reprendre le contrôle, de balayer l'incident comme un simple désagrément. Mais Anna ne prit pas la carte. Elle resta simplement là, son regard inflexible. C'était maintenant ou jamais. L'ouverture qu'elle avait vue, le plan fou et désespéré, se cristallisait en un seul coup dévastateur. Elle devait recadrer le récit. Il ne s'agissait pas d'une carte refusée. Il s'agissait de ce que la carte refusée signifiait. Elle prit une petite inspiration délibérée. Elle regarda par-delà Sterling, ses yeux rencontrant directement ceux de Beaumont. Il fallait qu'il entende cela. Il fallait qu'elle plante la graine du doute dans le seul esprit qui comptait. « Monsieur Sterling », commença-t-elle, sa voix calme et mesurée,
contrastant vivement avec sa rage à peine contenue. Le problème n'est peut-être pas la carte elle-même. Sterling se figea, la main toujours tendue. De quoi bredouillez-vous? Anna maintint le regard de Beaumont. Peut-être que vos actifs sont un peu trop surendettés. Le mot flotta dans l'air entre eux, précis et mortel. Ce n'était pas le mot qu'une serveuse devrait connaître. C'était un terme de son monde à lui, des salles de conseil et des parquets de bourse. C'était un mot d'analyste. L'effet fut instantané. Le bluff colérique de Sterling vacilla, remplacé par une lueur de choc authentique et autre chose. Une parcelle de peur. Les sourcils de Beaumont se haussèrent légèrement. Il se pencha en avant, toute son attention maintenant fixée sur Anna. Le vieil homme fatigué et résigné avait disparu, remplacé par le président rusé et calculateur qui avait navigué avec succès dans les eaux dangereuses du monde des affaires pendant 50 ans. Anna exploita son avantage, sa voix gagnant en confiance. « Ça arrive », poursuivit-elle, une légère pointe d'ironie dans le ton. Quand on essaie de financer une acquisition majeure, parfois les prêteurs deviennent nerveux. Ils resserrent les lignes de crédit à l'improviste. Elle fit une pause, laissant les implications s'installer avant de porter le coup de grâce. Surtout lorsqu'on a affaire à des véhicules financiers complexes. Des sociétés écrans, par exemple. Comme celle que Capital Investissement avait l'habitude d'utiliser. Le nom atterrit comme une grenade dans la tranquille alcôve. Le visage de Laurent Sterling devint blanc. Toute couleur s'en écoula, laissant un masque de cire pâteux. La fureur, l'arrogance, le charisme, tout disparut, remplacé par la terreur brute et primale d'un homme qui vient d'entendre un fantôme murmurer son nom. Il fixa Anna, la voyant vraiment pour la première fois, et dans ses yeux il ne vit pas une servante, mais un juge. L'expression de Beaumont passa de la curiosité à une alarme intense et concentrée. « Capital Investissement », répéta-t-il, le nom ne lui étant pas familier, mais le ton d'Anna lui avait donné un poids venimeux. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Avant que Sterling ne puisse se ressaisir, avant qu'il ne puisse formuler un déni ou une menace, Anna répondit. Elle n'était plus seulement une serveuse, elle était l'analyste qu'elle avait été, présentant ses conclusions avec une logique froide et irréfutable. Capital Investissement était une société de capital investissement, dit-elle, sa voix toujours dirigée vers Beaumont. Ils se spécialisaient dans ce qu'ils appelaient la restructuration agressive. En réalité, c'étaient des vautours d'entreprise. Ils ont orchestré une OPA hostile de mon ancien employeur, une entreprise technologique de taille moyenne appelée Novatech Dynamics. Ils ont utilisé une série de sociétés écrans offshore pour cacher leur tactique d'endettement. Ils ont acheté l'entreprise, l'ont chargée d'une dette insoutenable, l'ont dépouillée de ses brevets et de sa propriété intellectuelle, puis l'ont poussée à la faillite. Les associés de Capital sont partis avec des centaines de millions. Plus de 2000 employés, moi y compris, avons perdu nos emplois, nos retraites et nos réputations du jour au lendemain. Elle tourna enfin son regard vers Sterling, dont la bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement comme un poisson cherchant de l'air. « Votre projet chimère, monsieur Sterling, dit-elle, le nom dégoulinant de mépris. Le véhicule d'acquisition à plusieurs niveaux que vous décriviez à monsieur Beaumont, le plan de scinder les divisions de fabrication à un tiers pour gérer la restructuration, ce n'est pas un nouveau scénario. C'est le scénario de Capital. Mot pour mot. » Le silence qui suivit fut absolu. Le tintement des couverts et le faible murmure de la conversation du reste du restaurant semblaient appartenir à un autre monde. Dans leur alcôve isolée, un procès avait lieu. Anna avait exposé son dossier. La carte refusée n'était pas le problème. C'était la preuve. C'était le symptôme d'une maladie fatale. La même ingénierie financière prédatrice et imprudente que Capital Investissement avait perfectionnée. Cela suggérait que Sterling était si endetté, si précairement équilibré qu'un seul appel de marge inattendu de ses prêteurs pouvait geler ses comptes personnels. Il n'était pas un roi. Il était un joueur sur une mauvaise passe, pariant tout ce qu'il avait, et tout ce qu'étaient les industries Beaumont, sur un dernier lancer de dés. Laurent Sterling retrouva enfin sa voix. C'était un murmure étranglé et pathétique. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Vous êtes une serveuse. L'insulte, qui l'aurait anéanti une heure plus tôt, était maintenant dénuée de sens. Il y a 3 ans, j'étais l'analyste de risque senior qui a rédigé le rapport avertissant mon PDG des vulnérabilités que Capital exploitait, dit Anna, sa voix résonnant de la clarté d'une vérité longtemps réprimée. Ils ont enterré ce rapport, et ils m'ont enterré avec. Mais je n'ai jamais oublié. Je n'oublie jamais un schéma. Elle regarda Henri Beaumont, dont le visage était un masque orageux de compréhension naissante. La question que vous devez vous poser, monsieur Beaumont, dit-elle, sa voix s'adoucissant avec une empathie soudaine et sincère pour l'homme face à son dilemme, n'est pas de savoir si monsieur Sterling peut se permettre d'acheter votre entreprise.
La question est de savoir s'il peut se permettre de ne pas le faire. Si cette affaire à 800 millions d'euros est une conquête ou une bouée de sauvetage. Le monde dans l'alcôve de Laurent Sterling s'était rétréci à l'espace entre trois personnes. Tout ce qui se trouvait à l'extérieur avait cessé d'exister. Sterling, qui avait commandé la pièce par sa seule présence quelques minutes auparavant, semblait maintenant se ratatiner dans le cuir moelleux de la banquette. Il était exposé. Son personnage soigneusement construit d'invincibilité, dépouillé par une femme à qui il n'aurait pas fait confiance pour garer sa voiture. Son empire était bâti sur la perception, sur le mythe de son toucher de Midas. Anna venait de démontrer que ce mythe était une fraude, soutenue par un château de cartes. Henri Beaumont fixa Anna, ses vieux yeux vifs et perspicaces. C'était un homme qui avait bâti sa carrière en jugeant le caractère, en lisant les signes subtils dans une négociation qui en disait plus long que n'importe quel tableur. Il ne vit aucune malice sur le visage d'Anna, aucun opportunisme. Il vit une conviction profonde et posée, la force tranquille et inébranlable de quelqu'un qui a survécu à un incendie et n'a plus peur de la flamme. Il vit la vérité. Il tourna ensuite son regard vers Sterling. Il vit les perles de sueur sur la tempe du jeune homme. Il vit le regard frénétique et piégé dans ses yeux. Il vit la recherche désespérée d'une réfutation qui ne viendrait pas. Sterling n'avait aucune défense car l'accusation d'Anna n'était pas une supposition hasardeuse. C'était un diagnostic. La carte refusée, la structure de l'accord surendetté, le partenariat avec une firme notoirement prédatrice. Tout cela brossait le tableau non pas d'un acquéreur puissant, mais d'un joueur désespéré poussant tous ses jetons au centre de la table. Un homme dont la propre maison financière était dans un tel désarroi qu'il ne pouvait même pas payer son dîner. Beaumont posa lentement sa serviette sur la table, le geste aussi délibéré et final qu'un juge abaissant son marteau. « Laurent, dit-il, sa voix calme, mais portant le poids immense de son autorité. Ce que cette jeune femme dit est-il vrai? Êtes-vous associé à ce capital investissement? » Sterling se ressaisit, tentant de convoquer son ancienne assurance. C'est une entité différente, une direction différente. Henri, c'est insensé. Vous ne pouvez pas l'écouter. C'est une ancienne employée mécontente avec une rancune. Elle ne semble pas mécontente, observa froidement Beaumont. Elle semble informée. Vous avez décrit votre partenaire financier comme un vieil associé. Il semble qu'il ait une histoire. Une histoire que vous avez commodément omis de mentionner. C'est une tactique de diffamation. Un coup d'espionnage industriel, balbutia Sterling, s'accrochant à des branches. Comment savons-nous qu'elle n'a pas été placée ici par un rival? L'accusation était si désespérée, si extravagante qu'elle ne servit qu'à confirmer sa culpabilité. Beaumont secoua tristement la tête. Un rival qui aurait prédit que votre carte de crédit personnel serait refusée à ce moment précis, à ce dîner précis? Demanda Beaumont, sa voix glaciale. Non, Laurent, je ne pense pas. Je pense que cette soirée a été très éclairante. Beaumont reporta son attention sur Anna. Il la regarda non pas comme une serveuse, mais comme une égale. Jeune femme, quel est votre nom? Anna Moreau, monsieur, répondit-elle, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. Mademoiselle Moreau, dit Beaumont avec un signe de tête de profond respect, vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Vous m'avez rappelé quelque chose que je semble avoir oublié face à des chiffres convaincants. Il jeta un regard méprisant à Sterling. Que l'intégrité n'est pas une marchandise qui s'achète et se vend. C'est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Une entreprise, un héritage. Sur ce, il se leva, ses mouvements fluides et résolus. La résignation lasse avait disparu, remplacée par un sens renouvelé de son objectif. Il était de nouveau le gardien des industries Beaumont. Laurent, dit-il, regardant de haut l'homme qui était maintenant, à toutes fins utiles, un fantôme. Considérez votre offre comme formellement et irrévocablement retirée. Je ne vendrai pas l'entreprise de mon grand-père à un homme qui bâtit son avenir sur les ruines de la vie des autres. Et je ne la vendrai certainement pas à un homme qui semble être lui-même au bord de l'effondrement financier. Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Vous et moi n'aurons plus de communication. Toute correspondance future se fera entre nos avocats. Il fouilla dans son propre portefeuille, en sortit 3 billets de 100 € impeccables et les posa sur la table. Pour le repas, dit-il. Puis il regarda Anna. Et pour la consultation. Il lui fit un autre signe de tête, une reconnaissance silencieuse du service immense qu'elle venait de rendre. Et puis il se tourna et s'éloigna. Il ne regarda pas en arrière. L'affaire à 800 millions d'euros était morte. Tuée non pas dans une salle de conseil par une équipe d'avocats, mais dans un restaurant par une serveuse avec une bonne mémoire et le courage de parler. Laurent Sterling resta assis seul dans la banquette, les débris de ses ambitions éparpillés autour de lui.
Le dîner triomphal était devenu son exécution publique. Il regarda Anna, ses yeux remplis d'une nouvelle expression, une haine profonde et sans fond. « Vous, murmura-t-il, sa voix tremblant de rage. Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie. Vous n'avez aucune idée d'eux qui vous venez de contrarier. Je vous détruirai. J'incendierai la petite vie pathétique que vous avez jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. » Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine. La menace était réelle. C'était un homme puissant et vindicatif. Mais en le regardant, elle réalisa qu'elle n'avait pas peur. Il lui avait déjà fait le pire il y a 3 ans par l'intermédiaire de ses mandataires de Capitel. Elle avait déjà été réduite en cendres, et de ces cendres, elle s'était reconstruite en quelqu'un de plus fort. « La différence entre vous et moi, monsieur Sterling, dit Anna, sa voix douce mais inébranlable, c'est que j'ai déjà vu à quoi ressemble le fond. J'ai le sentiment que vous êtes sur le point de le découvrir. » Elle ramassa la carte platine qu'il avait tenté de lui donner et la posa doucement sur la table devant lui. Puis, sans un autre mot, elle se tourna et s'éloigna, le laissant seul dans le silence suffocant de son propre échec spectaculaire. Les conséquences immédiates furent un flou de chaos contrôlé. Jean-Pierre Dubois, dont le visage avait été un masque d'horreur pendant tout l'échange, se précipita vers Anna dès que Laurent Sterling, le visage comme un orage, quitta le restaurant en trombe sans un autre mot. « Moreau, qu'avez-vous fait » siffla-t-il, son accent français épais de panique. « Vous avez insulté un client, un milliardaire. Vous êtes fini. Renvoyé. » Anna se prépara à l'inévitable. Elle avait su que c'était une issue possible, voire probable. Elle avait volontairement sacrifié son travail, sa seule source de revenus, pour un principe. Elle ressentit un étrange sentiment de paix. « Je comprends, Jean-Pierre, » dit-elle calmement. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un autre serveur s'approcha, tenant un téléphone portable. « Monsieur Dubois, c'est pour mademoiselle Moreau. » Jean-Pierre parut déconcerté. « Pour elle? Qui est-ce » Il a dit que son nom est Henri Beaumont. La mâchoire du directeur tomba. Il regarda du téléphone à Anna et vice-versa, son esprit incapable de traiter l'inversion des dynamiques de pouvoir. Il lui tendit le téléphone sans un mot. Anna le prit, sa main étonnamment stable. Anna Moreau à l'appareil. Mademoiselle Moreau, Henri Beaumont à l'appareil. La voix à l'autre bout du fil était chaleureuse et assurée. « Je m'excuse de vous appeler sur votre lieu de travail, mais je ne voulais pas attendre. Premièrement, je tiens à vous remercier. Ce que vous avez fait ce soir a demandé un niveau de courage que je n'ai pas vu depuis très longtemps. » « Je n'ai fait que dire la vérité, monsieur Beaumont, » dit doucement Anna. « La vérité est une monnaie rare et précieuse dans mon monde, » répondit-il. « Ce qui m'amène à mon deuxième point. Je me trouve dans un besoin soudain et désespéré de quelqu'un avec vos compétences particulières. Quelqu'un qui a l'œil pour les schémas et l'intégrité de parler, quelles que soient les conséquences. Mon conseil d'administration va avoir besoin d'un rapport complet sur les raisons pour lesquelles je viens de refuser une offre de 800 millions d'euros. J'aimerais que vous soyez celle qui le rédige. » Anna fut stupéfaite et resta silencieuse. Un rapport pour le président des Industries Beaumont. « Monsieur, je suis une serveuse, » balbutia-t-elle, les mots lui paraissant stupides dès qu'elle les eut prononcés. « Sottise. » La voix de Beaumont était ferme. « Vous êtes une analyste de premier ordre qui a eu la malchance de tomber. Je me targue de reconnaître le talent, mademoiselle Moreau, et je peux vous assurer que c'est un crime que le vôtre soit gaspillé à mémoriser des accords mévins. Considérez cela comme une mission en freelance pour l'instant. Fixez votre prix. Je demanderai à mon assistante de vous contacter demain matin pour arranger les détails. Ne vous inquiétez pas pour votre employeur actuel. Je parlerai à monsieur Dubois et m'assurerai qu'il n'y ait aucune répercussion négative pour vous. » Il fit une pause. « Reposez-vous, mademoiselle Moreau. Demain, nous commencerons le travail pour nous assurer que des hommes comme Laurent Sterling ne puissent plus jamais faire cela à qui que ce soit. » Il raccrocha. Anna resta figée, le téléphone toujours collé à son oreille. Jean-Pierre la fixait avec un mélange d'admiration et de terreur, comme si elle venait de se transformer en un être différent sous ses yeux. Le monde avait basculé sur son axe. Un instant, elle était sur le point d'être renvoyée. Le suivant, elle était embauchée par l'homme même qu'elle cherchait à protéger. Pendant ce temps, les conséquences pour Laurent Sterling furent rapides et brutales. Le monde de la haute finance fonctionne sur la confiance et l'élan. Le retrait brutal de Beaumont de l'accord fut comme retirer la clé de voûte d'une arche. Cela n'a pas seulement tué l'acquisition de Beaumont. Cela a envoyé une onde de choc à travers toutes les entreprises de Sterling. La nouvelle a frappé les fils de presse avant. L'ouverture du marché. Beaumont se retire de l'offre à 800 millions de sterling, citant de graves préoccupations.
Le langage était vague mais menaçant. Les autres prêteurs de Sterling, ceux qui soutenaient son réseau d'acquisition par emprunt, prirent peur. Si Henri Beaumont, le parangon de stabilité de l'industrie, avait trouvé quelque chose de pourri, ils devaient protéger leurs investissements. Les appels de marge commencèrent avant la cloche d'ouverture. Le consortium de partenaires en capital investissement pour le projet Chimère, effrayé par la mention de capital et l'effondrement soudain de l'accord, retira son financement. Le véhicule d'acquisition à plusieurs niveaux dont Sterling s'était vanté s'effondra comme un poumon perforé. Le cours de l'action de Sterling Acquisition Internationale chuta de 40% dans la première heure de cotation. Sterling était piégé dans une spirale mortelle financière. Chaque actif qu'il possédait était gagé contre un autre. À mesure que chacun perdait de la valeur, cela déclenchait un autre appel de marge, le forçant à vendre d'autres actifs à perte, faisant chuter leur valeur dans une cascade de défaillances dont la vitesse et la férocité étaient à couper le souffle. Le guépard qu'il avait si fièrement décrit s'était dévoré lui-même. À la fin de la semaine, Sterling Acquisition Internationale avait déposé une demande de redressement judiciaire. Laurent Sterling, l'homme à la carte en titane et à l'ambition sans limite, était ruiné. Son nom, autrefois symbole de pouvoir et de succès, devint une fable édifiante murmurée dans les salles de conseil et sur les parquets de bourse. Sa menace à Anna, de réduire sa vie en cendres, n'était plus que le hurlement vide d'un roi déchu. Il n'avait plus le pouvoir de brûler quoi que ce soit. Il avait été si concentré sur la destruction des autres qu'il n'avait pas réalisé que son propre empire était construit sur un sol imbibé d'essence, attendant une seule étincelle. Anna n'avait pas été une simple étincelle. Elle avait été un coup de foudre. 3 mois plus tard, Anna Moreau traversa le hall d'entrée en verre et en acier du siège des Industries Beaumont. Elle ne portait pas son uniforme de serveuse noire. Elle était vêtue d'un tailleur-pantalon élégant qui lui semblait à la fois étranger et merveilleusement familier. Elle portait une mallette en cuir contenant son premier rapport trimestriel d'évaluation des risques. Après leur premier appel téléphonique, Henri Beaumont avait tenu parole, et plus encore. Son rapport initial en freelance sur Laurent Sterling et Capital Investissement avait été un chef-d'œuvre de comptabilité légale et d'analyse d'entreprise. En utilisant des données publiquement disponibles et sa propre connaissance approfondie de leur tactique, elle avait assemblé un réquisitoire accablant du modèle économique prédateur de Sterling. Elle avait prouvé de manière concluante que l'acquisition de Beaumont était une tentative désespérée de dernière minute d'utiliser ses actifs stables pour couvrir ses propres pertes catastrophiques. Beaumont avait été si impressionné qu'il avait créé un nouveau poste pour elle chez Beaumont, vice-présidente de l'intégrité et de la gestion des risques de l'entreprise. C'était un rôle qui n'existait pas auparavant, mais qu'il jugeait désormais essentiel. Son travail consistait à être la conscience de l'entreprise, son système d'alerte précoce, à regarder au-delà des chiffres d'un tableur et à analyser le caractère et l'éthique de tout partenaire, acquisition ou projet potentiel. Elle était, en substance, engagée pour être la personne capable de repérer le prochain Laurent Sterling avant même qu'il n'obtienne une place à la table. Son bureau se trouvait au dernier étage, non loin de celui de Beaumont. Il offrait une vue panoramique sur la ville, la même vue qu'elle avait autrefois aperçue depuis l'alcôve de la Plume Dorée. Mais maintenant, c'était différent. Ce n'était plus un symbole d'un monde dont elle était exclue. C'était un paysage de possibilités. L'histoire de son histoire, bien que tenue à l'écart de la presse grand public par le discret Beaumont, était devenue une sorte de légende au sein de l'entreprise. Il l'appelait la serveuse, mais c'était un titre de respect, un surnom pour la femme qui les avait tous sauvés par un seul acte courageux. Elle avait gagné la confiance des employés et du conseil d'administration, non pas grâce à un MBA prestigieux, mais par une démonstration indéniable d'intégrité. Elle s'installa derrière son nouveau bureau, l'odeur du café frais remplaçant l'ancien parfum d'huile de truffe. Les factures médicales de sa mère étaient payées. Elle avait déménagé dans un nouvel appartement, un appartement avec de la lumière et de l'espace pour respirer. Mais la vraie richesse ne résidait pas dans le salaire ou le titre. C'était la restauration de son nom, la satisfaction tranquille de voir ses compétences utilisées pour quelque chose de constructif, pour protéger une entreprise et ses employés plutôt que de les démanteler. Cet après-midi-là, Henri Beaumont passa à son bureau. Il avait l'air en meilleure santé, plus dynamique qu'il ne l'avait été depuis des années. Le poids de l'accord avait été levé, et il avait trouvé une nouvelle énergie en protégeant l'avenir de son entreprise. « Anna, dit-il, son sourire sincère, je viens de finir de lire votre rapport trimestriel. Il est brillant et terrifiant. Je dormirai un peu moins bien cette nuit, ce qui est précisément la raison pour laquelle je vous ai engagé. Je ne fais que mon travail, monsieur Beaumont, sourit-elle en retour. Appelez-moi Henri, je vous en prie, insista-t-il. Il regarda par la fenêtre la ville tentaculaire en contrebas. C'est un monde étrange. Un homme passe sa vie à se forger une réputation de bon jugement. Et à la fin,
Tout son héritage est sauvé par les yeux perçants d'une serveuse dans un restaurant. Je pense, dit Anna pensivement, qu'il a été sauvé par un homme qui était prêt à écouter cette serveuse. Il hocha la tête, concédant le point. Peut-être l'avons-nous sauvé ensemble. Puis il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Au fait, j'ai eu des nouvelles d'un vieil ami au parquet. Il semble que votre rapport sur les activités de Capital avec Novatech les a incités à rouvrir quelques vieilles affaires. Ils enquêtent sur l'associé de Sterling, le directeur de Capital, pour fraude financière. Il semble que votre voix ait été encore plus puissante que nous ne le pensions. Un sourire lent et sincère se dessina sur le visage d'Anna. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Un petit rééquilibrage tranquille de la balance. Alors que Beaumont partait, Anna regarda autour de son nouveau bureau, la vie qu'elle avait reconquise. Elle pensa à Laurent Sterling, un homme qui avait tout et ne valorisait rien au-delà de la prochaine conquête. Il avait cherché une richesse de milliards, une fortune construite sur des fondations de sable. Elle avait trouvé un autre type de richesse, une qui ne pouvait être quantifiée sur un bilan ou gelée par une banque. C'était la richesse d'une conscience claire, la satisfaction d'un travail qui a du sens, et la connaissance inébranlable qu'une seule voix disant la vérité au bon moment pouvait être plus puissante que tout l'argent du monde. Et c'était une fortune que personne ne pourrait plus jamais lui enlever.